l'enregistrement, et voilà. Donc, bienvenue une nouvelle fois à toutes et tous pour ce live numéro 6, déjà, le temps passe vite, sur le thème pourquoi et comment écrire un livre dans mon activité éthique. Donc, je suis très content de faire ce live aujourd'hui parce que c'est un thème que j'avoue, je ne connais pas du tout. Et mon invité du jour va, je pense, vous en apprendre beaucoup sur l'écriture voilà, d'un livre dans le cadre d'une activité, d'une entreprise éthique. Donc, ben, je vais te laisser te présenter. Marjolaine, bonjour déjà. Bonjour Thomas, du coup j'en profite pour te remercier encore pour ton invitation parce que je suis ravie d'être ici, ravie de répondre à tes questions et de parler de ce sujet qui me passionne parce que c'est mon cœur de métier depuis 11 ans et voilà, et puis ravie de répondre aux questions éventuelles de ceux qui sont présents ce soir. Super. Ben, alors, comment ça va se passer en termes de déroulé? Donc là, on va être dans plutôt une phase interview, on va l'appeler comme ça, où je vais poser des questions à Marjolaine. Des questions qu'on a évidemment bien préparées en amont pour pouvoir vous apporter un maximum d'inspiration et de connaissances et de cas pratiques. Ensuite, sur une deuxième phase, on va être sur plutôt des questions-réponses. Et donc là, ce sera à vous de jouer. Donc vous pouvez mettre d'ores et déjà voilà, toutes vos questions dans le chat et puis on les prendra à la fin de cette phase d'interview. Euh, alors, on va démarrer par vraiment la base, le fameux pourquoi. Selon toi, pourquoi écrire un livre est important en tant que finalement indépendant qui a une activité éthique? Déjà, on va partir encore plus de la base en fait. C'est quoi écrire un bon livre? Un bon livre, il y a trois critères indispensables. C'est un livre qui est clair, un livre qui est plaisant et un livre qui transmet quelque chose. Clair, pourquoi? Parce que tout simplement, si le lecteur ne comprend pas ce que vous lui dites, le livre ne remplit pas son rôle, le message ne passe pas, donc ça ne sert à rien. Un livre plaisant, pourquoi? Parce qu'un livre qu'on comprend, mais qui est totalement indigeste à lire, où l'écriture n'est pas fluide et pour lequel on n'a aucun plaisir à la lecture, c'est pareil, le message ne va pas passer. Et un livre qui transmet, parce que pour moi, c'est le rôle fondamental de tout livre, que ce soit un livre de fiction ou de non-fiction, il y a toujours une transmission, soit une transmission d'émotions, soit la transmission d'un univers. Et par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en l'occurrence, ça va être la transmission d'un savoir, d'une expertise, d'un vécu, d'une expérience, de clés, de conseils. Donc, il y a toujours une transmission entre l'auteur et son lecteur. Et qu'est-ce qu'un bon livre éthique? Alors, de toutes les façons, c'est la vision que j'ai, c'est ce que je partage à travers mes accompagnements. Un bon livre éthique, c'est un livre qui est clair, qui est plaisant, qui transmet, et surtout avec lequel on est profondément aligné. C'est-à-dire qu'on transmet quelque chose qu'on a réellement envie de transmettre. Et, euh, et dans le cadre d'une activité, dans le cadre d'une activité éthique, je pense qu'une activité éthique, sa définition, c'est qu'on ne vend pas seulement quelque chose, on apporte surtout de la valeur, en fait, de la valeur à ses clients qui peut prendre diverses formes. Donc, ça va être sa vision, ça va être son alignement, ça va être ses valeurs, justement, ça va être son expertise, son expérience, etc. Et cette valeur, quand on a une activité éthique, on peut la transmettre avec, il y a plein de moyens qui existent, hein. Il y a tous les contenus courts, donc il va y avoir les articles, les posts, les newsletters, les entretiens avec les gens qui seraient intéressés pour faire appel à nous. Mais le souci qui demeure avec ces contenus courts, c'est qu'on ne donne qu'un aperçu de cette valeur. Et en général, on ne peut pas tout dire en une fois, c'est que c'est assez difficile. On est souvent en concurrence avec de nombreux autres créateurs de contenu et de nombreuses autres personnes qui cherchent aussi à apporter de la valeur. Et puis, bien souvent, dans le cas des publications, des articles sur les réseaux sociaux, etc., les lecteurs sont dans une optique de lecture courte, de lecture rapide, voire survolée, parce qu'il y a tellement de contenus qui sont en concurrence que c'est compliqué en fait de faire la preuve de sa valeur auprès des gens qui pourraient être intéressés par ce qu'on propose.
Et l'intérêt du livre, justement, c'est de pouvoir transmettre l'intégralité de sa valeur en une seule fois, donc sur un seul support, à un public qui est beaucoup plus large, notamment si ce livre est publié en édition classique, parce que du coup, il y a une diffusion qui est nationale. Et Quand surtout, tu parles, juste, je te coupe, d'édition classique, est-ce que tu peux préciser, peut-être les gens font peut-être pas le distinguo, enfin, c'est oui, peut-être quand pas je parle évident. d'édition classique, je parle vraiment des maisons d'édition, en fait, tout simplement, par opposition avec l'auto-édition. C'est vrai qu'avec l'édition, j'appelle ça l'édition classique, mais avec les maisons d'édition, on va avoir une diffusion qui est nationale. Ils passent par un diffuseur, ils vont avoir un service de communication et des commerciaux qui vont aller euh, proposer le livre aux libraires. Donc, il y a vraiment une diffusion qui est évidemment beaucoup plus large. Et puis surtout, le livre est beaucoup moins en concurrence avec les autres créateurs de valeur, tout simplement parce que créer un post, ça se fait en 5 minutes, 10 minutes, tout le monde peut le faire. Créer un livre, moi je suis convaincue que tout le monde peut le faire, mais par contre, ça ne se fait pas en 5 minutes. Voilà, ça demande du temps, de l'engagement, des efforts, de l'énergie. Et puis, il faut, dans l'idéal, soit réussir à l'auto-éditer, soit le réussir à le faire publier par un éditeur classique. Donc, voilà, des livres en concurrence, il n'y en a pas 50 tous les jours. Donc, on a vraiment cette possibilité de faire la preuve de sa valeur, de toucher directement les gens et de manière beaucoup plus large. Et surtout, voilà, de transmettre ce qu'on a profondément envie de transmettre. Donc, en fait, dans le cadre d'une activité éthique, l'intérêt de d'écrire et de publier un livre, c'est de pouvoir renforcer sa crédibilité par rapport à ce qu'on partage, à ce qu'on partage auprès des gens, se positionner comme référence dans son domaine aussi, parce en France aujourd'hui, voilà, avoir publié un livre, surtout en édition classique, ça a toujours cette espèce d'aura, de reconnaissance qu'on n'a pas forcément avec l'auto-édition. Et puis, enfin voilà, le livre en France, c'est quand même, ça reste quelque chose de sacré, même quand on est hors de la littérature, on va dire, littéraire. Et puis surtout, voilà, ça permet d'apporter énormément de valeur aux gens, donc de susciter davantage l'adhésion, la confiance des gens et de toucher beaucoup plus de monde. Hmm. Ok, super intéressant, super clair, comme tu l'as dit, c'est une des valeurs du livre, donc je n'ai rien à ajouter là-dessus. Super. Euh, donc, une fois qu'on est là, on est vraiment convaincu qu'on doit écrire un livre dans le cadre de son activité éthique, mais finalement, peut se poser la question directement après, quelles sont les premières étapes pour écrire ce fameux livre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, il y a quelques étapes qui sont très, très importantes et je pense qu'on va se concentrer là-dessus ce soir parce que sinon, on va déborder après. Mais je tiens à en parler parce qu'il y a encore trop d'auteurs qui écrivent leur premier livre et ne passent pas du tout par ces étapes. C'est-à-dire que le réflexe de la plupart des gens, et c'est normal quand on n'a pas l'habitude, c'est de se dire, j'écris un livre, donc la première chose que je vais faire, c'est écrire. Et Hmm. en fait, écrire un livre ne commence absolument pas par cette étape. Écrire un livre, ça commence d'abord par une étape, en tout cas c'est ma vision, par une étape d'alignement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire un livre de commande. Ok, je vais faire un livre, c'est un produit, même si je m'en fiche, même si je m'intéresse pas, même si ça m'intéresse pas, je vais le faire quand même si c'est pas du tout mon sujet ou que j'y connais rien, je vais le faire quand même. Ça existe, mais en tout cas, moi, c'est pas la vision que je partage. L'idée, c'est d'écrire un livre avec lequel on est profondément aligné pour pouvoir transmettre quelque chose d'authentique. Et je pense que dans le cadre d'une activité qu'on dit éthique, c'est vraiment un prérequis indispensable. Je pense qu'on ne peut on ne peut transmettre bien que ce que l'on connaît bien, ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a appris et compris soi-même. Et du coup, l'important, c'est de se poser la question sur quoi est-ce que j'ai profondément envie d'écrire et pourquoi est-ce que j'ai envie de transmettre ça? Quelles sont les raisons vraiment fondamentales qui me poussent à partager ça? Donc ça, c'est une étape qui a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est valable pour tout projet.
tout projet entrepreneurial, notamment, l'étape d'alignement, elle est très importante. C'est elle aussi qui garantit qu'on ne va pas se décourager et abandonner le projet en cours de route parce qu'en fait, on n'est pas réellement motivé par ce projet. Hmm. Et pour un peu rebondir là-dessus, est-ce que dans l'alignement, toi, tu mettrais aussi tout ce qui concerne finalement euh, la recherche des valeurs en termes personnels, en termes professionnels, c'est-à-dire que va finalement faire transparaître notre activité. Est-ce que cette recherche de valeurs, elle est inclue pour toi dans l'alignement quand tu écris un livre? Bah, ça en fait partie parce que de toutes les façons, si on écrit un livre sur son cœur de métier, si on est déjà... enfin, je pense que dans tout projet, il est important d'être aligné avec ce qu'on fait, sinon on n'arrive pas à se lever le matin. Un livre, c'est pareil, un livre, ça ne se fait pas en 2 jours, ça prend du temps. En général, c'est entre 200 à 400 heures de travail. J'en connais un dans les participants qui, qui a passé un petit peu plus d'heures que ça. Et donc, il faut être prêt à passer ce temps-là et à s'engager là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une profonde envie, il faut avoir des valeurs effectivement à transmettre, il faut avoir envie de porter ces valeurs et avoir envie de transmettre cet alignement qu'on a avec son projet. Mais je pense qu'a priori, si déjà de base on est profondément aligné avec son activité, normalement on n'a qu'une envie, c'est d'en parler, c'est de partager ça et c'est de montrer tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on propose. Hors toute dimension marketing, je pense qu'en général, voilà, ce qui nous pousse, ce qui nous booste le matin, c'est justement cette passion qu'on a par rapport à ce métier qu'on exerce et qu'on a choisi. Donc oui, ça en fait partie. Après, il y a une étape qui est importante, qui la rejoint un peu, c'est la clarification. C'est-à-dire que le point de départ du voyage d'écriture, j'en parle souvent pour ceux qui suivent ma newsletter, mais le point de départ du voyage d'écriture, c'est l'auteur, mais le point d'arrivée, la destination, c'est le lecteur. Quand on veut écrire un livre, c'est pour être lu, c'est pour dire quelque chose et pour transmettre quelque chose. Donc, il est important de se poser la question, à qui est-ce que je m'adresse? Qui est mon lecteur? Quels sont ses besoins? Quelle est sa situation au moment où il va découvrir mon livre? Et quelle transformation je veux lui proposer au cours de sa lecture? C'est-à-dire, il démarre à un point A au début du livre. Je voudrais lui permettre d'arriver à un point B à la fin du livre. Et quel est ce cheminement que je vais lui proposer? Quelle est cette métamorphose? Et quelle expérience de lecture je vais aussi lui proposer pour permettre cette transformation à travers ce que je lui partage. Donc, en gros, l'idée, c'est de se poser la question, quelle est la promesse que je vais faire à mon lecteur? Hmm. Ok, ça Donc marche. voilà, et après, avant de se lancer directement, enfin pas directement, mais avant de se lancer dans l'écriture, il reste encore 2 étapes qui sont importantes. Moi, je les scinde en deux parce que sinon, ça peut effrayer un petit peu les gens qui se lancent là-dedans. C'est un petit peu la montagne avec le sommet très très loin. C'est la fameuse étape où on va poser ses idées. Donc, moi, j'appelle ça l'exploration créative. L'idée, dans un premier temps, c'est une fois on a trouvé son alignement et on a clarifié, son lectorat et la promesse qu'on veut lui faire, c'est quelles sont toutes les idées que je voudrais transmettre dans ce livre. L'idée, c'est vraiment de se lâcher complètement, de se faire plaisir. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? On note absolument tout, on ne cherche pas à structurer, on ne cherche pas à rédiger et encore moins à rédiger parfaitement. C'est vraiment, on explore toutes les pistes possibles. Et pour chaque piste, on n'hésite pas à se poser la question, et si j'allais plus loin? Et si j'essayais dans la direction opposée, qu'est-ce que ça donnerait? Et si j'essayais cette idée dont je ne suis pas sûre, qui a l'air un peu incongrue, mais pour voir, ça donnerait quoi? Donc on explore vraiment toutes les pistes possibles. Et ensuite viendra l'étape de la structuration qui a tendance à faire un petit peu peur à tout le monde. Cette étape, elle est très importante parce qu'en fait, on va bâtir le plan de son livre. Donc le plan, c'est tout simplement c'est le cheminement par lequel on va faire passer son lecteur pour lui permettre la transformation dont je parlais tout à l'heure. Et c'est une étape indispensable parce que ça évite l'écueil du livre patchwork, en fait, où on a plein d'idées, on les juxtapose les unes à côté des autres, sans forcément de lien. Finalement, chacune peut être enlevée, déplacée. Il n'y a pas d'ensemble logique à tout ça.
Et le risque, c'est qu'on perde son lecteur, ou pire, qu'on se perde soi-même dans l'écriture, parce qu'arrive un moment donné où on se dit mais en fait, je ne sais pas où je vais, je ne sais plus où j'en suis, je suis bloquée, j'ai plus aucune vision de ce que je suis en train de faire, et du coup, on se décourage et on abandonne. Donc, l'étape de structuration, elle est vraiment essentielle, c'est vraiment la boussole pour éviter de se perdre dans son écriture et vraiment garder en vue sa destination. Ok, super, très clair. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on a finalement ces premières étapes-là, euh, tout à l'heure, tu parlais de l'édition classique, on va dire, versus l'auto-édition. Mhm. Je pense que la recherche d'un éditeur, quand on veut en tout cas être en édition classique, ça peut faire peur à beaucoup de monde. Du coup, toi, est-ce que tu as une sorte de méthode, on va dire, pour contacter un éditeur en vue de publier son livre, en fait, qui est vraiment euh, qui marche et tu vois, avec laquelle tu es confortable, peut-être entre guillemets. C'est peut-être pas le mot, mais Alors, une méthode qui marche, oui, il y en a une qui est toute simple, qui est la même méthode qu'on va utiliser pour présenter n'importe quel projet dans sa vie. Je prends un exemple tout simple parce que je suis en plein dedans en ce moment. Je suis en train d'acheter une maison. Donc, à un moment donné, il a fallu aller devant le banquier et puis présenter notre projet. Et le souci, c'est que pas de bol, on n'est pas salarié, on n'a pas de CDI et on est un couple d'indépendants. Donc, contrairement à d'autres personnes qui auront quelques papiers à fournir, enfin, je résume grossièrement, mais voilà, nous, il fallait qu'on présente un vrai projet, qu'on démontre le potentiel de notre activité et qu'on leur prouve que ce qu'on demandait et ce qu'on proposait, c'était viable. C'est un petit peu la même chose avec un éditeur, c'est-à-dire un éditeur prend toujours un risque. Quand il accepte de signer un contrat d'édition, il s'engage sur un livre, il va accepter de mettre du budget dedans, de mobiliser des équipes dessus. Mais concrètement, tant que le livre ne sort pas, tant que le livre n'est pas en vente dans les librairies, il ne sait absolument pas si le livre se vendra. Il peut faire des estimations, il a son expertise du marché du livre, des tendances, des attentes des lecteurs, mais on peut avoir des surprises. On peut avoir un livre pour lequel on pense qu'il va vraiment très bien se vendre, et puis bah, en fait, il y a 500 ventes ou 1000 ventes, et finalement, l'éditeur ne va pas rentrer dans ses frais. Donc, hmm. cet éditeur-là, il faut le rassurer. C'est important. Donc, l'idée, c'est tout simplement de lui montrer voilà, quel est le potentiel de votre livre, en quoi est-ce qu'il va se démarquer des autres livres qu'il peut y avoir sur la même thématique, qu'est-ce qu'il va apporter de singulier, quelles sont ses forces, quelle est la promesse, je reviens encore là-dessus, mais quelle est la promesse qu'il va faire au lecteur. Et comme pour tout projet, il faut présenter un dossier en fait. Alors dans l'édition, on résume ça par un mot très simple qui est le synopsis, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, le synopsis va comprendre un synopsis, du coup, c'est-à-dire un résumé du livre pour le présenter, un bref résumé. On va présenter la promesse qui est faite au lecteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer avec ce livre quand le lecteur va le lire, qu'est-ce qu'il va vivre comme transformation. On va expliquer à qui il s'adresse, donc quel est le lectorat qui est visé par cet ouvrage. On va présenter évidemment les points forts du livre, donc ça peut être différentes choses, ça peut être des points forts dans le contenu, par exemple des récits inspirants, par exemple je dis n'importe quoi, hein, une méthode unique, une vision particulière. Ça peut être aussi des points forts sur la forme. Par exemple, on peut proposer avec le livre un accès à du contenu en ligne qui va être facilement mis à jour et qui va venir compléter le texte, enfin le livre. On va présenter l'auteur aussi, évidemment, qui est-ce qui va écrire le Hmm. livre. Un point qui peut beaucoup jouer aussi dans la présentation du projet à un éditeur, c'est la visibilité de l'auteur et la visibilité qu'il pourra donner au livre à sa sortie. Donc, ce n'est pas une obligation. On peut être un auteur totalement inconnu, écrire son premier livre, n'avoir aucune communauté, aucune visibilité sur Internet
et être accepté par un éditeur si on apporte un projet qui est innovant, qui est enthousiasmant, qui a une valeur forte, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet a beaucoup équilibré, on va dire, le rapport de force éditeur-auteur. Et plus on peut apporter de visibilité, plus ça peut influencer favorablement la décision de l'éditeur. Il ne va pas se baser que sur ça, j'insiste là-dessus. Évidemment, la qualité du livre reste primordiale, mais tout simplement, ça permet de montrer à l'éditeur qu'en fait, il y a déjà des personnes qui suivent l'auteur. Il a déjà en fait des lecteurs qui apprécient ce qu'il partage, qui apprécient son expérience, ses connaissances, etc. Donc ça, c'est un point important. Et dans le dossier qu'on présente à l'éditeur, on va aussi expliquer quelle autopromotion on a l'intention de faire. Parce que la première personne qui va promouvoir le livre, c'est évidemment son auteur, c'est essentiel. Donc, quels sont éventuellement les événements qu'il peut organiser, des séances de dédicaces, je ne sais pas, un webinaire par exemple autour de son livre le jour du lancement, ça peut être des newsletters, enfin ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Et on termine avec le plan détaillé, donc le plan le plus détaillé possible pour que l'éditeur puisse avoir un bon aperçu du livre. Et là, je précise quelque chose. Du coup, oui, on peut présenter un projet de livre à un éditeur sans avoir écrit encore une ligne. C'est possible, sans avoir de manuscrit. C'est tout à fait possible pour les livres de non-fiction, donc livres pratiques, livres d'inspiration, etc. Mais pour ça, il faut avoir déjà conçu intégralement le livre dans sa tête. Il faut du coup avoir réalisé toutes les étapes dont j'ai parlé juste avant, et notamment la structuration du plan, pour que l'éditeur puisse se dire « Ok, ce livre-là, vu les promesses qui sont faites, vu le contenu qu'il va y avoir, vu l'auteur, vu son expertise, etc., celui-là, il est enthousiasmant et oui, je vais prendre le risque et je vais m'engager sur ce projet-là. » Ok, Donc, super. Vas-y, tu voulais oui, rajouter. donc voilà ce qu'il faut mettre en avant. Et puis après, pour pouvoir le présenter directement à un éditeur, il y a 3 possibilités. Il y a évidemment envoyer le dossier au service des manuscrits des maisons d'édition. Le contact, on peut le trouver facilement sur le site internet des maisons. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits par ce biais-là, de manuscrits ou de dossiers de présentation. Donc, en gros, quand vous envoyez un dossier ou un manuscrit à ce service-là, il va arriver en haut de la pile et puis il sera traité quand ce sera le moment. Donc, ça peut prendre du temps. Vous pouvez ne pas forcément recevoir de réponse ou être obligé en tout cas d'attendre longtemps pour avoir une réponse. L'idéal, en fait, c'est de pouvoir le présenter directement à un responsable éditorial de la maison, soit si vous avez la chance d'avoir un contact direct, soit en demandant dans votre réseau, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs de livres pratiques ou de livres de non-fiction. Donc, je pense qu'il est de plus en plus facile de pouvoir de pouvoir être recommandé par quelqu'un, par un collègue ou un proche. Et sinon, on fait appel à un porteur de projet, de projets éditoriaux, dont c'est le métier, en fait, de présenter votre projet à une maison d'édition. Donc, on appelle ça aussi un agent littéraire, ou sinon de faire appel à un coach éditorial, dont ça fait partie aussi de ses prestations, de présenter votre projet s'il correspond aux maisons d'édition avec lesquelles il collabore. L'idéal, c'est vraiment de privilégier autant que possible le contact direct pour arriver à... C'est une espèce de coupe-fil, on va dire, par rapport à la pile de manuscrits qui attend l'éditeur. D'accord, ça marche. Et si par exemple on privilégie la deuxième méthode, plutôt passer par un agent littéraire ou un coach donc, qui puisse faire l'intermédiaire, Mhm. euh, est-ce qu'il existe hormis passer en direct aussi, j'imagine, par exemple, si on te contacte toi, enfin voilà, tu vois ça en direct avec la personne qui souhaite éditer. Mais Mhm. est-ce qu'il existe par exemple des réseaux, des communautés, des groupes pour contacter Alors, bien franchement, j'en ai jamais trouvé. Donc, c'est vraiment très sincère. J'ai fait, moi, le portage de projet pendant un temps. Je faisais que ça, en fait. Enfin, que ça, avec mes autres prestations. Mais je veux dire, si quelqu'un me contactait et me demandait si je pouvais présenter son projet
et sans accompagnement, sans rien, je le faisais. Maintenant, je ne le fais plus. C'est inclus dans mes accompagnements. Si effectivement le manuscrit, le projet de la personne correspond au catalogue éditorial d'une des maisons avec lesquelles je travaille, dans ce cas-là, je le présente. Mais je connais pas du tout de réseau, de groupe, de choses comme ça, de porteurs de projets ou agents littéraires. Après, le mieux, c'est de passer par la base, c'est-à-dire d'aller dans son moteur de recherche, de taper agent littéraire. Là, on en trouvera. Euh, je pense prendre bien le temps aussi de se renseigner sur la personne pour être sûr de tomber sur quelqu'un de confiance, hein, parce que c'est comme dans tout, on ne sait jamais. Mais, et le mieux, c'est encore toujours pareil, de se faire recommander quelqu'un, comme ça on est vraiment tranquille, de demander dans son réseau professionnel ou sur LinkedIn, ou de demander si quelqu'un connaît un porteur de projet, un agent littéraire. Ça reste encore la solution la plus tranquille, on va dire. Ok, super. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la recherche de cet éditeur et au contact de cet éditeur, finalement, ces premières étapes dont tu as parlé, donc qui concernent le voyage qu'on souhaite faire, les idées, l'alignement, le plan, etc. C'est vrai que si, autant pour nous, si on veut écrire un livre, on sait vraiment où on met les pieds, entre guillemets, et je pense qu'on maîtrise beaucoup mieux son sujet face à un éditeur que si, par exemple, effectivement, on arrive un peu les doigts de pied en éventail et du coup, on s'adresse à un éditeur potentiel et effectivement, il va pas nous prendre au sérieux. Donc, c'est sûr que ces premières étapes sont hyper importantes, comme tu dis, pour pouvoir être crédible face aussi à des éditeurs potentiels après, quoi. Bah, Ouais. bien sincèrement, d'expérience, si vous arrivez devant un éditeur, comme tu dis, les doigts de pied en éventail en disant «Oh, j'ai une super idée» et l'idée, elle est résumée en une phrase. Alors, on sait-on jamais, ça peut être l'idée du siècle, mais en général, il y a quasiment aucune chance de convaincre l'éditeur. Il faut vraiment bien garder à l'esprit qu'ils reçoivent des propositions, des manuscrits aussi, des manuscrits terminés et des dossiers quasiment à longueur de journée. Donc, c'est pour ça que c'est l'intérêt d'être en contact avec un porteur de projet ou un agent littéraire, parce que lui, il a le réseau, il connaît personnellement les responsables éditoriaux de telle ou telle maison d'édition, il sait ce que ces personnes recherchent, il sait ce qui leur correspond, et puis il est capable d'estimer très rapidement le potentiel d'un livre. Donc, a priori, s'il le propose, c'est pas une garantie, c'est pas une promesse, parce que c'est toujours l'éditeur qui a le dernier mot et qui va prendre sa décision. Mais ça donne quand même, ça augmente véritablement les chances pour l'auteur d'être publié. Mais très clairement, si vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez pas travaillé votre sujet, si c'est une idée comme ça, une petite lubie du dimanche, il y a vraiment peu de chances de convaincre un éditeur. Faut vraiment, et c'est normal, je trouve, il faut vraiment travailler son projet, quoi. Ok, super. Alors maintenant, on va passer à un point qui, à mon avis, va intéresser beaucoup d'indépendants parce que ça touche à la gestion du temps. Mhm. Euh, donc, on a finalement d'un côté cette envie d'écrire un livre pour justement pour toutes les raisons que tu as évoquées auparavant, mais on a toujours notre activité professionnelle dans le quotidien qui est là et du coup, on doit caser finalement et s'organiser par rapport à l'écriture de ce livre-là. Du coup, toi, comment, enfin en tout cas, quels seraient les conseils que tu pourrais donner par rapport à cette conciliation entre écriture du livre et activité professionnelle du quotidien? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est tout simplement de suivre les étapes dont on a parlé. Vraiment de scinder son projet d'écriture en différentes étapes, de ne pas essayer de tout faire en même temps, parce que de toutes les façons, ce n'est pas possible et on risque de se retrouver complètement bloqué dans l'écriture. Donc, je les redis sans les répéter, mais tout simplement, voilà, l'alignement, la clarification, l'exploration créative, donc on pose les idées, la structuration et celles dont on n'a pas parlé parce qu'elles sont un petit peu plus évidentes pour tout le monde, mais ensuite on a l'écriture du premier jet, la première version, qu'on essaye d'écrire sans se relire parce que si on passe son temps à revenir en arrière, on peut avoir l'impression de faire n'importe quoi
alors qu'en fait, on est en train d'essayer de se faire un avis sur quelque chose dont c'est le premier jet et en plus qui n'est pas terminé. Donc, pour pouvoir se faire un, un bon avis sur ce qu'on est en train d'écrire, il faut attendre de l'avoir fini aussi. Et ensuite, il y a la relecture de son texte et la réécriture éventuelle de certains passages, reprendre un petit peu des choses, améliorer, affiner. Et en fait, toutes ces étapes sont importantes. Pourquoi? Parce que déjà, chaque étape est beaucoup plus facilement accessible et du coup, beaucoup plus facile à caser dans son quotidien, notamment son quotidien d'entrepreneur où on a des journées très denses. Et surtout, chaque étape bien travaillée permet de faciliter encore davantage les suivantes. Écrire un livre là comme ça, quand on pense à ça, on se dit oh là là, mais c'est une montagne, le truc, je ne vais pas y arriver. Maintenant, si on a commencé par travailler son alignement, on est sûr de son sujet, on a clarifié son projet et la promesse qu'on veut faire à son lecteur, on a pris le temps d'explorer toutes les pistes possibles, on a pris le temps de structurer tout ça pour qu'il y ait un cheminement logique pour le lecteur. Quand on arrive à cette étape et qu'on se lance dans l'écriture, en fait, les mots vont venir beaucoup plus facilement et surtout, on a une boussole en fait. Le plan, c'est vraiment la boussole de l'auteur. On sait d'où on part, on sait par où on passe et on sait où est-ce qu'on va arriver. Et du coup, l'étape d'écriture est beaucoup plus facile, plus rapide, toujours pareil, je ne dis pas que ça va se faire en 2 jours, mais c'est beaucoup plus facile, par exemple, de se caler des sessions d'écriture, mettons de 1 heure tous les 2 jours dans son quotidien, par exemple, quand on sait exactement où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va dire à ce moment-là du livre. Alors que quand on est complètement perdu et qu'on n'a rien préparé et qu'on se pose sans arrêt la question qu'est-ce que je vais dire après, ben en fait, quand on veut faire sa session d'écriture, on arrive devant sa page blanche et on se dit bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Et on va perdre une demi-heure, 3/4 d'heure à se demander ce qu'on va écrire ensuite. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile à concilier avec son rythme de vie quotidien. Mm. Et après aussi, ce qui peut aider aussi pour arriver à concilier ça avec la vie quotidienne, c'est de se faire un rétro-planning, ce qu'on appelle un rétro-planning. Bon, j'allais dire dans l'édition, mais c'est pareil dans tous les domaines. Où tout simplement, on se dit, voilà, l'éditeur, par exemple, m'a demandé de remettre mon manuscrit à telle date. Donc, je vais poser des jalons, en fait, des dates intermédiaires, et me dire qu'à telle date, il faut que j'ai terminé le chapitre 1, à telle date, le chapitre 2, à telle date, j'aurai fait la moitié du livre, etc. Et d'essayer absolument de s'y tenir. Mais le simple fait de poser un rétro-planning, ça permet de mieux visualiser sa progression, de se motiver davantage et de voir où on va aussi, tout simplement. Donc, il y a ça qui est possible. Et puis après, tout simplement, repérer les moments dans notre quotidien qui sont les plus propices à ça, c'est-à-dire essentiellement des moments de calme, des moments où on se sent le plus créatif, où on sent qu'on est dans une bonne énergie pour créer, pour écrire, pour travailler sur ce projet-là. Donc, selon les personnes, il y en a, ça va être très tôt le matin, il y en a, ça va être très tard le soir, il y en a comme moi, ça va être au milieu de la nuit quand tout le monde dort. Et si vraiment on a du mal à caser ça dans son quotidien, en tout cas sur son lieu de vie, pourquoi pas se prévoir de se rendre régulièrement dans un lieu exprès pour ça. Par exemple, je ne sais pas, un café où l'ambiance est plutôt calme, ou un espace de coworking, ou enfin, un lieu où on se sent bien et où du coup, chaque fois qu'on va là-bas, on se met naturellement en condition d'écriture. On sait qu'on y va pour ça. Et du coup, voilà, notre cerveau se prépare à l'idée et le simple fait de s'y rendre, notre cerveau se dit, bon ben ok, là ça va être le moment d'écrire et de progresser sur mon livre. Donc voilà, des petites astuces comme ça qui permettent de réussir à progresser selon le rythme qu'on s'est fixé et réussir à caser ça plus facilement dans son quotidien. Mm. Ce que tu dis, ça me fait penser par rapport à justement choisir ces moments importants, des moments en gros de haute intensité, basse intensité. Ça se rapproche beaucoup justement d'une activité effectivement d'indépendant, mais surtout de la connaissance de soi. Et moi, ça me touche aussi beaucoup parce que en tant que coach, voilà,
mes clients, en fait, ils font face aussi à une méconnaissance finalement de ce qu'ils veulent, souvent de ce qu'ils veulent vraiment, de leurs possibilités, effectivement, comme tu dis, de leurs moments plus de créativité, de leurs moments plus de repos. Et je pense que euh, l'écriture d'un livre est peut-être pas forcément le moment pour se poser ce genre de questions, à quel moment, par exemple, euh, je sais pas, si je suis plus productif le matin, je vais tester, etc. C'est peut-être important d'avoir ces infos, entre guillemets, sur soi-même avant l'écriture pardon, du livre, parce que comme tu l'as dit, c'est une écriture d'un livre, c'est un moment une phase qui est intense, qui dure longtemps. Donc on est vraiment sur un marathon. Donc on imagine mal quelqu'un qui veut faire un marathon, mal se préparer en amont de ça. Donc je pense que c'est important aussi de bien se connaître avant cette phase d'écriture du livre, quoi. Bah, de toutes les façons, je pense que c'est vital pour tous les domaines de sa vie. Après, c'est vrai on le fait beaucoup trop peu. Et moi, la première, j'ai pas forcément encore l'équilibre que je voudrais dans ma vie d'indépendante, qui est un petit peu toujours à 100 à l'heure. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, que ce soit pour écrire un livre ou tout simplement pour être épanoui dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est une étape par laquelle tout le monde devrait passer sans exception. Ça, c'est certain. Mm. Euh, alors, maintenant, on va aborder un sujet donc, qui va. On n'a pas, on l'a encore un petit peu abordé, mais on l'a effleuré. Mhm. Finalement, comme tu l'as dit, on veut faire vivre un voyage au lecteur dans un livre, mais finalement, en tant qu'entreprise éthique, que professionnel éthique, on veut aussi à la fois transmettre des connaissances, mais en même temps avoir une écriture marketing. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire se rencontrer ces deux sphères qui semblent un petit peu, a priori, peut-être opposées? Alors, je pense qu'il faut oublier l'écriture marketing. C'est-à-dire que, euh, ou alors en tout cas, il faut revenir à un marketing authentique. De toutes les façons, à partir du moment où on écrit un livre sur son cœur de métier, d'une certaine manière, on est dans le marketing puisqu'on va vendre en fait sa valeur, ne serait-ce que parce que les lecteurs vont acheter le livre. On va vendre sa valeur, son savoir-faire, etc. Euh, mais je pense qu'il faut pas essayer d'orienter son écriture absolument dans une dimension strictement marketing. Je pense que la meilleure manière en fait de convaincre les gens de faire appel à nous, pour moi, c'est deux choses. C'est apporter de la valeur, garder ça. J'ai lu récemment dans un livre sur le métier de coach, un livre intéressant. Euh, il disait en fait, euh, quand vous voulez exercer votre métier de coach, ne pensez pas au fait de trouver des clients, concentrez-vous sur le fait d'aider les gens et d'en avoir profondément envie. Et il termine en disant, si vous faites ça, vous n'aurez jamais à courir pour remplir votre agenda de coach. Et j'aimais bien cette idée et je pense que ça rejoint un peu ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire à un moment, ce qui est important, c'est d'être profondément aligné avec ce que tu fais. Et ce que tu fais, ça n'empêche pas de le vendre. C'est pas quelque chose de mal, de sale, de tabou ou de quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut toujours en revenir à quelle est la valeur que j'apporte aux gens et est-ce que je suis profondément aligné avec cette valeur que j'apporte. Et je pense que si les deux sont liés, on en arrive à une expression de soi, une transmission qui est vraiment authentique, qui touche les gens. Et je pense qu'après, très naturellement, les gens se disent, OK, cette personne m'a vraiment convaincu et je sens qu'il y a quelque chose de, voilà, il y a de la valeur et que cette valeur, elle est authentique. Et donc, j'ai vraiment envie que cette personne, soit qu'elle m'aide, soit qu'elle m'accompagne, soit sa vision m'intéresse. Enfin, j'ai envie de faire appel à cette personne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Moi, personnellement, je ne pourrais pas faire autrement. Ça fait partie de mes valeurs à moi. Et je pense que c'est deux critères absolument indispensables. Ok, super, merci. Euh, donc, je vois l'heure qui tourne. Je pense, on va sauter
Mm. l'aspect sur la communication en amont de la sortie du livre parce que ça pourrait Elle est assez limite longue. peut-être faire un live en lui-même. D'ailleurs, bah, si ça te dit, je pourrais te réinviter pour qu'on en parle, bien sûr. Tout à fait. Et on va plutôt passer à cette dernière question qui est souvent intéressante. Euh, c'est finalement quelles sont les choses à ne pas faire du tout quand on écrit son livre. Alors, il y en a quelques-unes. Là, c'est l'éditrice et la correctrice qui va parler. Je vais même dire l'éditrice et la correctrice démunie, qui a été obligée de courir après le temps pendant 11 ans parce qu'il y avait toujours des imprévus et souvent, ça venait des auteurs. Euh, la première chose qui est importante, alors ça, c'est si on a signé un contrat d'édition avec un éditeur et que donc il y a une date qui a été arrêtée pour la sortie du livre et pour la remise du manuscrit, du coup, c'est penser jusqu'au dernier moment qu'on a toujours le temps. Je vous en supplie. Il faut absolument, en fait, il faut, si vous voulez, il y a beaucoup trop d'auteurs qui ont le sentiment qu'ils vont y arriver, que c'est bon, qu'ils ont le temps. Et puis c'est vrai que je peux comprendre parce qu'en fait, écrire le livre en soi, c'est pas leur cœur de métier, ils ont leur activité professionnelle. Et du coup, écrire le livre, ça se fait sur le temps libre, ça se fait le week-end, le soir, pendant les congés, etc. Mais il faut essayer d'être vigilant à ça. Le temps passe beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et ça nous est arrivé avec mon compagnon, qui est aussi mon associé, ça nous est arrivé un nombre incalculable de fois des auteurs qui étaient persuadés d'avoir toujours le temps et on se retrouvait à un mois, voire 15 jours de la remise du manuscrit avec un manuscrit qui n'était pas terminé, qui était à reprendre entièrement, qui était impubliable en l'état. Et là, ça devient très inconfortable pour tout le monde. Donc, essayez d'être vraiment bien, bien régulier dans son écriture. Et du coup, ça rejoint une autre chose qu'il ne faut surtout pas faire quand on écrit son livre, c'est de ne pas communiquer avec son éditeur. Donc, dans la même optique, il y a des auteurs qui n'avancent pas, qui laissent filer le temps parce qu'ils sont très pris, ils ont des plannings très, très remplis, etc. Et qui n'en parlent pas, en fait, qui disent à leur éditeur que tout va bien, ou alors ils sont bloqués, ça arrive, hein, ils n'arrivent pas à produire une seule ligne, ils n'arrivent pas à structurer, ils n'osent pas le dire, et le temps passe, et on se retrouve à devoir gérer l'urgence, toujours pareil, à 15 jours de la remise. Et c'est dommage pour l'auteur, c'est dommage pour son livre, parce qu'il aurait pu être beaucoup plus travaillé et bien meilleur. C'est dommage pour l'éditeur aussi, et surtout, avant tout, c'est dommage pour le lecteur, qui aurait pu recevoir encore plus de valeur. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, les autres choses qu'il ne faut surtout pas faire quand on écrit son livre, ça va rejoindre ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas faire de plan. Voilà, se jeter à corps perdu dans l'écriture spontanée, c'est très très bien pour essayer de trouver son style, pour faire des essais, pour explorer ses idées, pour développer, enrichir ses idées, etc. Mais à un moment donné, quand on veut vraiment commencer son livre, le plan, c'est essentiel. C'est vraiment le squelette du livre et c'est là-dessus que tout le livre va se déployer et pouvoir offrir toute sa richesse. Et à un moment donné, l'auteur a besoin, pour pouvoir écrire un bon livre, il a besoin de savoir où est-ce qu'il va et où est-ce qu'il emmène son lecteur. Donc, sinon, le risque, c'est de se retrouver, ce que je disais tout à l'heure, avec un livre patchwork où en soi, il y a plein de bonnes idées, mais où le lecteur va se perdre complètement dedans parce qu'il n'y a pas forcément d'enchaînement logique, c'est pas forcément percutant, c'est pas forcément convaincant. Et le risque, c'est que le lecteur se dise, bon, je comprends rien, enfin, je vois pas l'enchaînement, je suis pas convaincu, je ferme le livre et c'est terminé. Et là, le livre n'a pas rempli son rôle. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est très important. Et une autre chose qu'il ne faut surtout pas faire quand on écrit son livre, c'est de ne pas se relire. Concrètement, qu'on soit un écrivain débutant ou un écrivain confirmé, le premier jet est toujours, toujours, toujours perfectible. C'est normal, c'est valable pour tous les écrivains. Un livre, c'est une combinaison tellement complexe de tellement de choses, à savoir du contenu, à savoir une argumentation, à savoir le vocabulaire, le rythme,
le découpage du texte, la mise en page aussi, ça joue. Enfin, il y a énormément de choses qui entrent en jeu. Concrètement, avec un sujet, on pourrait faire 20 livres différents. Donc, le premier jet sera forcément perfectible et c'est normal. Et il est très, très important quand on a terminé, d'accepter de revenir à la première page, même si on n'a pas forcément envie, et de tout relire, et idéalement de relire plusieurs fois son livre, parce que plus on le relit, plus on corrige des choses, et plus on voit apparaître des choses qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait trop de corrections à faire auparavant, et plus on affine son texte. Et même dans l'idéal, l'une des relectures qu'on doit faire, ce que je conseille beaucoup, c'est de lire son texte à voix haute, et même si possible, de s'enregistrer et de réécouter son livre, de réécouter les pistes audio de son livre, pour vraiment réussir à se détacher de sa posture d'auteur. En plus, sa posture d'auteur qui peut avoir un petit peu du mal à lâcher son texte et à le retravailler. Et pour essayer vraiment de se mettre dans la peau de son lecteur qui découvre ce nouveau livre sur ce sujet-là et qui aura beaucoup plus de facilité à être, en tout cas au moins partiellement, ou en tout cas le plus possible, objectif par rapport au point d'amélioration du livre. Mais la relecture, c'est indispensable. Ok, super, hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, du coup, maintenant, on va prendre vos questions. Il reste à peu près un quart d'heure, donc on va prendre voilà, toutes les questions que vous avez. Alors, soit vous pouvez les mettre directement dans la conversation, ou alors vous pouvez réactiver pardon, votre micro et les poser directement. Voilà, c'est à vous. N'hésitez pas. La première, c'est toujours la plus dure. Eh bien, dans ce cas, je vais me lancer. Oh, bah tiens. Ça marche. Salutations à tout le monde. Bonjour Thomas. Bonjour Marjolaine. Salut. Bonjour Pierre-Alexandre. Une question à laquelle tu as peut-être déjà la réponse. Côté fiction, et je pense que c'est une question qui est intéressante pour bien des raisons, c'est la place de l'artiste et du marketeur, si je puis dire, ou la place de l'artiste qui vit pour sa passion, qui écrit pour sa passion et qui veut aussi en vivre. Et donc forcément qui doit penser également à des questions qui ne sont pas du tout artistiques. Comment tu trouves l'équilibre là-dedans? Tu veux dire entre l'artiste qui écrit et la communication de l'artiste qui écrit, c'est ça? Tout à fait. Je savais que tu allais me reposer cette question. Après, en fait, moi, j'en reviendrai encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je crois profondément à l'alignement. Je pense que là où on peut convaincre le mieux les gens de nous suivre, de nous lire, de nous faire confiance, c'est tout simplement quand on parle de ce qu'on fait, qu'on en parle avec authenticité, avec transparence et quand on en parle avec passion. Et je pense que c'est encore plus vrai pour un écrivain de fiction. Dans le cadre d'un livre de non-fiction, le livre en soi, ce que je disais tout à l'heure, la manière dont on s'exprime dans le livre est forcément naturellement un petit peu orienté marketing, puisque de toutes les façons, on est en train de parler de son activité professionnelle. Mais je pense que vraiment être profondément aligné avec ce qu'on fait et le transmettre avec passion, c'est la meilleure manière de toucher les gens, surtout pour un auteur de fiction. Il y a peut-être des gens que ça ne touchera pas et qui auraient eu besoin que ça soit un peu plus, je ne sais pas moi, agressif marketing, mais je pense que l'écrivain ne s'adresse pas à ces personnes-là. Avant tout, l'écrivain s'adresse réellement à ses lecteurs, que ce soit pour la fiction ou la non-fiction. Donc, je pense qu'il faut toujours rester dans cet alignement et dans ce qu'on a envie de transmettre. Et encore une fois, quelle valeur j'apporte, et c'est valable aussi pour un écrivain de fiction, quelle valeur j'apporte avec mon histoire, mon univers, mon intrigue et mes personnages, et dans quelle mesure je suis alignée avec cette valeur que j'apporte. Est-ce que ça répond à ta question? Avec toujours autant de clarté. Merci Marjolaine. Et si je peux apporter aussi un éclairage là-dessus, parce que je trouve que c'est
c'est un sujet qui est très intéressant et que moi, je rencontre aussi avec des clients en coaching qui sont justement artistes et ils ont cette fameuse double casquette artiste et entrepreneur. Mhm. Et c'est vrai que parfois, en fait, on a c'est plus eux en fait qui sont confrontés à une sorte de ce qu'on appelle des croyances en fait, des histoires qui se racontent notamment qui les empêchent dans leur activité de passer de leur activité qu'ils font, c'est-à-dire en tant qu'artistes, ils sont beaucoup dans le côté vaporeux, le côté créatif et du coup de repasser dans la matière de l'entrepreneuriat et en fait mettre des mots sur leur activité, sur ce qui comme tu disais, Marjolaine, ce qui leur va profondément, ce qui les anime profondément, c'est justement profondément compliqué pour eux. Et c'est justement là, je pense qu'à ce moment-là, il faut aller regarder du côté de, OK, qu'est-ce que moi, enfin, quel mot en fait je mets derrière telle action, par exemple, d'écriture d'un post, par exemple, ou telle action d'écriture sur n'importe quel support qui me met en avant. Est-ce que j'ai par exemple une croyance de, je ne sais pas, euh, suis-je assez légitime pour ça, par exemple? Souvent, la légitimité, c'est un sujet qui revient beaucoup. Mm. Donc, voilà, vraiment se poser ses propres questions et ça, évidemment, c'est facilité via du coaching et pour pouvoir l'explorer, cette question aussi de façon objective. Mais effectivement, l'exploration des croyances, c'est aussi un bon point de départ quand on veut commencer à écrire sur son activité, je pense. J'en reviens, enfin, je fais très rapidement, on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance de soi. On a tous des croyances limitantes, on a tous des conditionnements, on a tous des peurs et des blocages. C'est valable, toi tu en rencontres dans ton activité, Thomas, et moi j'en rencontre aussi beaucoup. Il y a une grande partie des auteurs que j'accompagne qui manquent de confiance en eux, qui ne se sentent pas légitimes et qui ne s'autorisent même pas à être écrivain, à même juste rêver être écrivain. Et avant même de commencer toutes les étapes dont on a parlé tout à l'heure, la première chose sur laquelle on travaille et pour laquelle j'essaye de les aider, c'est de retrouver cette confiance, de mieux comprendre ce qui leur fait peur, de comprendre les bâtons qu'ils se mettent inconsciemment dans les roues. Parce que je pense qu'on ne peut pas justement retrouver ensuite cet alignement et la valeur qu'on veut apporter à travers son livre si on n'a pas déjà réussi à s'autoriser à faire le chemin soi-même. Donc on en revient toujours à la connaissance de soi et à l'alignement, c'est primordial. C'est clair. Alors, Marie, qui nous demande, faut-il faire lire à d'autres, par exemple des proches? Ah, question intéressante. Et ensuite, elle a une deuxième question, mais peut-être que déjà cette première Alors est ça, intéressante. c'est un petit peu la grande question. Alors, est-ce qu'il faut le faire relire à des proches? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend des proches. Je connais des auteurs que j'accompagne qui ont pu le faire relire à des proches et qui se sont fait descendre en flèche parce que en vérité, le problème, c'est pas tellement le livre ou le fait que ça a été bien ou mal écrit, c'est que il y a des blessures émotionnelles qui sont en jeu, il y a des relations, des conflits qui ne sont pas résolus et le livre n'est qu'un moyen pour venir appuyer là où ça fait mal. Donc, on en revient encore un peu à la... Alors là, ce n'est pas la connaissance de soi, mais bon, là, il y a la connaissance de soi, la connaissance de son entourage. Là, c'est vraiment à vous de juger. Maintenant, les proches, je pense, ne pourront jamais réellement être objectifs. Déjà de base, je considère en tant qu'éditrice qu'un éditeur peut difficilement être objectif. Il va l'être plus facilement parce que c'est son métier qu'il a l'habitude, mais ça reste toujours une histoire de goût et de subjectivité, donc c'est encore plus vrai avec les proches. L'idéal, vraiment, c'est de pouvoir faire appel à un professionnel et lui demander de faire une lecture critique détaillée et commentée. Donc, c'est-à-dire qu'il va lire en profondeur le manuscrit et il va vous faire des propositions, des suggestions de pistes d'amélioration. Il va vous donner aussi son avis de lecteur et après à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Il ne faut pas forcément dire amen à tout, hein. Il faut que ce soit aussi en accord avec votre alignement et ce que vous voulez transmettre.
mais ça reste encore la meilleure solution, vraiment. Et surtout, soyez attentifs aussi, parce que je sais qu'il existe des agents littéraires, des personnes, des coachs éditoriaux aussi qui vont vous proposer de vous faire une lecture critique. Mettons, c'est juste pour donner une idée, mais de 200 euros. C'est à fuir absolument. Ça, c'est de l'arnaque. C'est en gros, pour 200 euros, on a tout juste le temps de parcourir en diagonale quelques chapitres, de mettre une note dessus, de dire c'est bon, c'est pas bon. C'est pas possible de faire un travail sérieux et approfondi en passant 3 heures sur le livre. Une bonne lecture critique, c'est en moyenne, au grand minimum, ça va être 15 heures de travail s'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire dessus. Et c'est plutôt entre 20 et 30 heures de travail pour un livre moyen. Donc, en général, ça dépend des tarifs, des tarifs de la personne, mais à partir de 500, 600, 700 euros, vous pouvez commencer à considérer que normalement, vous devriez avoir une lecture critique professionnelle et avoir des pistes de travail, des pistes d'amélioration pour savoir comment retravailler votre livre. Ok. Est-ce que ça répond à ta question, Marie? Et la deuxième question de Marie, c'était à quel point est-il idéal de contacter un éditeur dès la phase de structuration avec Synopsis? Est-ce qu'il y a un risque d'impact trop grand sur la créativité et le projet? Alors, on a souvent l'impression que l'éditeur est un tyran qui va venir vous dire, bon, maintenant, vous avez signé un contrat, vous avez signé avec votre sang, du coup, vous allez écrire ça comme ça, avec tel plan, telle idée, et ce sera comme ça et pas autrement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éditeurs qui sont comme ça. Il y a de tout, comme partout, hein. Moi, les éditeurs avec lesquels je travaille notamment avec Albin Michel, je travaille avec les éditions Erol, je travaille avec les éditions Le Duc, Alizio. Voilà, je travaille avec un certain nombre d'éditeurs. Tous sont vraiment très ouverts à la singularité et aux idées de l'auteur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dire amen à tout ce que vous faites. S'ils se rendent compte que le titre que vous proposez, vraiment, c'est pas possible, ce ne sera pas du tout vendeur, ça n'accrochera pas le lecteur dans la librairie, ils vont vous proposer d'autres choses et il y a une discussion qui va s'ouvrir. Et en général, il y a quand même assez peu de contraintes. En gros, les contraintes, elles vont porter sur la longueur du livre. Publier un livre qui fait, mettons, 150 pages et publier un livre qui en fait 850, c'est pas le même budget pour l'éditeur. Donc oui, là, il va vous limiter. Et en ce sens, on pourrait dire, Marie, que ça a un impact sur la créativité. Je suis d'accord avec toi. Mais la discussion, elle est possible. En général, ils sont vraiment ouverts. Et puis, en général, ce que les éditeurs recherchent, c'est vraiment la singularité et une forte valeur ajoutée. Ils vont avoir tendance à se suivre un peu les uns les autres sur les mêmes thématiques qui sont en train de monter, qui sont tendances. Mais leur intérêt, c'est pas de publier le même livre que le voisin. Leur intérêt, c'est de publier un livre qui est meilleur, qui se démarque, qui est plus enthousiasmant, qui est plus fort. Donc, ils sont plutôt quand même pour la créativité et pour lui laisser quand même une belle marge de liberté. Donc, après, on n'est pas obligé de présenter son projet de livre avant de l'avoir écrit. Maintenant, si on souhaite le présenter à un éditeur, si on l'écrit avant, c'est vrai que du coup, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais le risque, c'est que du coup, ensuite, quand on le présente à l'éditeur, pour le coup, ça ne lui correspond pas du tout. C'est un juste équilibre à trouver. Après, on peut très bien le proposer à un éditeur, voir ce qu'il vous demande, ce qu'il a comme attente par rapport à votre livre. Et si ça ne vous convient pas, vous ne signez pas le contrat, tout simplement. Et vous allez voir un autre éditeur, ou alors, pourquoi pas, vous choisissez de passer par l'auto-édition, où là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi pas? C'est une possibilité aussi. Maintenant aussi, si les éditeurs mettent certaines contraintes qui restent quand même assez minimes, c'est aussi parce qu'ils ont l'expérience du marché du livre et ils savent que, par exemple, tel livre, s'il faisait 800 pages, s'il avait une quinzaine de photos pleine page couleur et des titres en couleur partout dans le livre, il serait obligé de le vendre à 50 € pièce et ça ne se vendra jamais. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt du livre, en fait. Eux, leur objectif, c'est de servir les intérêts du livre
pour que le livre se vende et qu'ils puissent récupérer sur leur prise de risque. Ok, très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question pour clôturer justement cette heure qu'on passe tous ensemble? N'hésitez pas. C'est le moment, c'est la dernière chance. Je veux bien me relancer. Pierre-Alexandre, je t'écoute. C'est même une question pour vous deux, parce qu'on parle souvent, on parle beaucoup de légitimité, des questionnements comme ça, mais on ne parle pas forcément beaucoup de l'autre pendant de la légitimité, c'est quand on se sent trop légitime, entre guillemets. Ce que j'entends par là, c'est la force de l'ego, typiquement. Ou quand on est dans notre bouquin, que ce soit de la fiction ou pas, très profondément dedans, qu'on en est très fier, mais qu'en fait, potentiellement, on n'a jamais eu un regard extérieur, quelle que soit la raison, et qu'on se retrouve finalement à avoir un bouquin qui est peut-être pas à la hauteur des attentes à la hauteur des attentes extérieures, parce que nous, on est très fiers de lui, mais en fait, c'est pas un bouquin qui est considéré comme un bon bouquin au sens objectif du terme. Est-ce que vous avez déjà, vous, rencontré ce comportement-là, qui est quand même compliqué à gérer aussi? Et dans ce cas, comment le gérer, en fait? Moi, je pense que, alors, j'ai jamais rencontré ce cas-là personnellement. Maintenant, j'ai envie de dire que si, après, il faut arriver à comprendre si c'est vraiment qu'une question d'ego, et on en revient à la connaissance de soi, mais pour le coup, on sait que c'est pas c'est pas un sujet facile d'arriver à sniper son ego. Donc, savoir si c'est une question d'ego ou si tout simplement, bah voilà, l'auteur a fait de l'excellent travail avec son livre. Il estime que son livre est vraiment bien. Il a la conviction d'avoir écrit un grand livre. Et j'ai envie de dire que la meilleure façon de le savoir, c'est de permettre à son livre de voyager auprès des lecteurs et de voir comment le livre est reçu, soit auprès des lecteurs, soit avec un agent littéraire, soit avec un éditeur. Alors c'est toujours ce passage à l'action qui fait beaucoup peur et qui fait que beaucoup n'ont pas confiance en eux et ne se sentent pas forcément légitimes parce qu'ils ont peur de ce passage-là. Mais je pense que dans les deux cas, ça fait peur. Mais en tout cas, de mon expérience personnelle, la seule chose, le seul remède à la peur, au final, c'est toujours l'action, je pense. Et à un moment donné, si on a vraiment l'intention d'écrire un livre pour être lu, donc pas uniquement pour soi, pour le simple plaisir de l'écriture et de la création, et ça nous satisfait comme ça, à un moment donné, son livre, il faut le laisser partir, il faut le laisser voyager. Et à accepter que les critiques qui pourront être faites dessus, ce ne sont pas des critiques personnelles, et surtout que ces critiques sont toujours forcément subjectives. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'aime pas ton livre que ça veut dire que ton livre est mauvais. Je reprends toujours cet exemple, mais je déteste absolument Marc Lévy. Enfin, c'est pas Marc Lévy d'ailleurs, c'est ses écrits. Moi, je n'accroche pas du tout. Mais j'irai jamais dire qu'il est mauvais parce que c'est que mon goût, c'est que ma subjectivité. Et pour autant, il y a plein de gens qui détestent ces écrits et à côté de ça, il y en a plein qui adorent. Personne n'a tort, personne n'a raison. Donc je pense que le mieux au final, c'est de laisser son livre voyager. Je ne suis absolument pas étonné de la réponse, mais qui est, ma foi, tout à fait claire une fois de plus. Merci. Thomas, tu veux ajouter quelque chose pour compléter? Ouais, c'était plus compléter ce que tu disais parce qu'à mesure que les mots que tu employais sur le fait de faire de son mieux et de ne rien prendre personnellement, j'ai repensé inévitablement aux 4 accords Toltec, Voilà. un livre que je vous encourage toutes et tous à lire, qui est vraiment hyper intéressant, je pense, à tous les âges de la vie, tous les métiers, enfin tout le temps. Et qui repose sur 4 principes, dont ces 2, fais du mieux que tu peux et ne rien prendre personnellement, qui sont des choses très simples, mais quand le mental part un peu partout et que justement, dans toutes les directions, et que justement on a un ego qui est effectivement pas forcément au bon endroit, ça peut nous amener à nous auto-juger, penser que les autres nous jugent, etc., etc. Alors que comme tu dis, une fois qu'on passe à l'action, qu'on répète ces actions jour après jour, en fait, on ne pense plus du tout à ce genre de jugement ou de comment mon livre pourrait être reçu. On pense vraiment à
à mon avis, aux côtés du voyage. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers ce livre. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Voilà, bah, écoutez, il y a d'autres questions, mais bon, sinon on va sur les bras, on est parti jusqu'au bout de la nuit. Donc déjà, merci beaucoup, Marjolaine, d'être intervenue ce soir, c'était hyper intéressant. Merci à toi, c'était passionnant comme échange et je me suis régalée. Et puis merci à tout le monde pour votre présence et vos questions aussi qui étaient super. Oui, merci à toutes et à tous, c'était très chouette. Marjolaine, donc nos participants ici te connaissent en majorité, mais pour les personnes, par exemple, qui vont nous voir en replay, comment est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux, sur ton site, par exemple? Sur Facebook et sur LinkedIn, après, je pense qu'on pourra peut-être mettre les liens dans la description de la vidéo, du replay. Bien Après, sûr, oui. en tapant Marjolaine Revel, normalement, on trouve sans trop de difficultés. C'est la chance de s'appeler Marjolaine. Et du coup, voilà, là, on peut retrouver toutes les informations, l'actualité de mes accompagnements, notamment, puisque j'ai lancé mes accompagnements ça fait 3 semaines. En tout cas, je les ai ouverts aux particuliers, parce qu'avant, je travaillais exclusivement avec les éditeurs qui me confiaient des auteurs. Donc voilà, on peut me retrouver comme ça. Super, super, bah, merci. Écoutez, passez une bonne soirée. Bonne continuation, bonne écriture, si vous lancez dans l'écriture d'un livre à la suite de cette vidéo. Et puis voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain live. Et puis voilà, je vous souhaite encore une fois une bonne continuation. Belle soirée à tous. À Bonne soirée tout le monde. bientôt. Au revoir.